I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 25 du podcast Les enfants vont bien. Il y a un pan de la parentalité LGBTQIA+, qui est d'office exclu des discussions autour de la future loi bioéthique, et pourtant, elle fait l'objet de bien des débats. Est-ce que la France, ou plutôt les Français, ne sont pas encore prêts pour l'envisager ? Est-ce que sa réputation est trop sulfureuse ou trop fantasmatique ? Est-ce que ce sont plutôt nos politiques qui sont trop conservateurs ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas la nier, et surtout, il ne faut pas invisibiliser les familles y ayant eu recours et les enfants issus de cette technique de procréation. Il est bien sûr question de la GPA, gestation pour autrui, qui est l'une des rares possibilités pour des couples de papas ou des couples transgenres d'avoir accès à la parentalité. Avec Maître Berdo, nous sommes revenus sur le contexte légal qui entoure la GPA, les possibilités de reconnaissance et notamment la préférence pour l'exéquatur dans la procédure de transcription des actes de naissance. Nous avons aussi fait un point sur la GPA sauvage qui, elle aussi, n'est pas un mythe. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon rapide mais toutefois nécessaire autour d'une parentalité encore différente qui bien souvent n'est pas notre première intention car trop difficile d'accès. Il s'agit bien sûr de l'adoption d'un enfant pupille d'État. Elle aussi semble inaccessible et pourtant, depuis quelques années, certaines familles homoparentales, après passage par la case mariage, arrivent à se voir confier des enfants. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement Maître Berdo pour le temps accordé à ces enregistrements et pour ses conseils avisés et éclairés dans notre accès à la parentalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent. Bonjour Constance. Je vous remercie de vous être rendu disponible à nouveau pour traiter une nouvelle question aujourd'hui juridique et plus particulièrement une question qui va traiter, on va traiter de la GPA et de tout ce qui doit entourer la GPA et donc je rappelle bien qu'en France pour le moment elle n'est pas autorisée, en tout cas de tout ce qui doit entourer la GPA en termes de juridique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel déjà pour commencer du cadre légal en France ? Alors, le cadre légal en France, il est assez simple, effectivement. Le Code civil proscrit tout à fait toute convention portant sur la gestation pour autrui. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a plus d'ambiguïté. Finalement, ça n'est officiellement interdit par la Cour de cassation que depuis les années 90 et beaucoup plus récemment par le Code civil. Donc, nullité totale de toutes ces conventions. Et donc interdiction, en théorie, d'en tirer toute conséquence sur la filiation. Parallèlement, la GPA donne lieu à une incrimination pénale. Alors, il n'y a pas d'infraction dans le code pénal, qui dise conclure un contrat de GPA est une infraction qui est punie de temps. En revanche, la GPA est prise en compte au travers d'autres infractions, essentiellement l'infraction d'entremise, qui vise cette fois-ci toutes les éventuelles agences ou les gens qui pourraient justement permettre la création d'un tel contrat. Et une autre infraction qui est la provocation à l'abandon, entendue dans un sens assez large. C'est pas juste abandonner l'enfant, mais le fait de ne pas de provoquer quelqu'un, essentiellement de le payer donc, pour l'amener à ne pas s'occuper de son enfant. Donc c'est exactement le cas, puisque en France, de toute façon, la mère porteuse serait la mère légale puisqu'elle accouche. Donc la mère porteuse qui accepterait au terme d'un contrat de ne pas s'occuper de son enfant pour le remettre aux parents, dans le cadre de ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais au moins c'est bien expressif, un contrat de GPA sauvage. Donc faites comme ça parce que ça existe bien sûr naturellement. D'accord. Eh bien, cette
cet engagement de ne pas éduquer son enfant concrétise l'infraction de provocation à l'abandon. D'accord. Mais en tout cas, on est bien d'accord que malgré tout, il y a des enfants issus de GPA qui vivent en France. Alors GPA en France, donc dite sauvage, ou GPA à l'étranger, des enfants qui sont donc maintenant français, qui sont issus de GPA. Oui, alors vraiment, je reprends la distinction. Donc, l'interdiction de la GPA en France, c'est donc l'interdiction de conclure un contrat de GPA et de mener une GPA en France. Alors, c'est interdit pénalement, c'est interdit civilement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des contrats qui se concluent en France. Quand on dit qu'ils sont nuls, ça veut dire que si on allait devant le juge pour dire ah bah tiens, j'ai payé tant, elle avait dit qu'elle ferait ça, mais elle l'a pas fait, le juge ne le recevrait pas. Mhm. Et il y aurait des poursuites pénales. Mais ça n'empêche pas, ça c'est clair, il y a des contrats de GPA en France qui sont faits et donc qui donnent lieu à la naissance en France d'enfants français qui ont un père, celui qui va reconnaître l'enfant, et qui ont du coup une mère qui est la portée, qui va souvent d'ailleurs accoucher, mettre son nom, et puis après laisser l'enfant au père. Donc ça, c'est une première configuration dans laquelle l'enfant a donc légalement un père et une mère qui ne l'éduque pas. Et donc, ça pose Mhm. des difficultés sur d'abord l'exécution de ce contrat qui n'est pas valide mais qui existe, et puis la place de cette femme porteuse qui pourrait être amenée à revendiquer finalement une place de mère puisqu'elle est légalement la mère. Donc ça, c'est une première situation. Ouais. Parallèlement, il y a aussi toutes les GPA plus connues et plus encadrées, faites légalement à l'étranger, qui restent tout à fait interdites en France. Ça ne change rien, c'est le même cadre civil, le même cadre pénal. Néanmoins, légalement conclues à l'étranger, ces GPA existent, sont menées à terme, désormais de façon assez officielle et non clandestine, et produisent des effets juridiques en France dans la mesure où l'enfant est né et l'enfant a une filiation dont on va peut-être un peu parler, mais qui a été petit à petit, néanmoins désormais tout à fait reconnue en France, et donc elle produit des effets en France. Donc vraiment, il faut qu'on distingue l'interdiction absolue de la GPA en France, Mhm. et alors qui est, encore une fois, malgré tout contournée par des contrats de GPA en France, qui n'ont pas de valeur mais qui existent, Mhm. et la possibilité de faire des contrats légalement encadrés à l'étranger, et d'en faire reconnaître les conséquences, c'est-à-dire l'existence de l'enfant et de la filiation en France. D'accord. Et donc, Alors, comment vous voulez on comprendre? va commencer par la GPA en France et donc la GPA dite sauvage. Dans cette GPA-là, la plus grosse difficulté finalement, bon, hormis qu'il y a un contrat mais qui n'est pas forcément respecté et qu'on ne peut pas faire juger si besoin, il y a aussi le problème du parent social, enfin du deuxième parent. Tout à fait. La GPA sauvage pose vraiment des difficultés tout à fait différentes de la GPA faite à l'étranger parce qu'elle est précisément pas encadrée et donc elle est vécue du début à la fin dans un climat qui peut-être se passe très bien, mais un climat de tension et d'épée de Damoclès absolument permanent pour tout le monde. Oui, oui. Alors, d'abord le risque que prend la mère porteuse. Eh bien, imaginons tout simplement que bon, c'est un risque qu'on évoque peu parce que ce parcours de combattant de la GPA qui est suivi par les candidats à la paternité fait qu'en général, c'est rarement les pères qui se désengagent. Mais enfin bon, théoriquement, la mère porteuse, toujours est-il que quand l'enfant est né, les parents, si le père le couple de pères ne se manifeste pas, elle se retrouve avec l'enfant sur le bras. Alors elle pourrait faire une action en recherche de paternité, mais elle pourrait pas demander à ce que l'enfant soit confié au père qui n'en voudrait pas, parce qu'elle n'a jamais voulu, vous voyez. Donc ça, c'est quand même une première situation qui ne protège pas la mère porteuse. Néanmoins, c'est pas Oui. ça le risque principal, puisque c'est quand même assez peu fréquent que les pères, après tout ce qu'ils ont fait, se désengagent. En revanche, effectivement, le risque, il est pour les deux pères. Donc pour le père biologique, bon, pour les deux pères finalement, il est que la mère ne remette pas l'enfant ou veuille s'investir dans la vie de l'enfant alors que ce n'était pas prévu. Bon, et ça, si elle se décide de le faire dès la naissance, le juge aux affaires familiales qui viendrait statuer, eh bien statuerait comme dans, enfin, j'allais dire comme dans n'importe quel couple de parents séparés, non, parce qu'il y a quand même peut-être, on montrerait, moi ce serait un dossier que je ferais, euh, je n'hésiterai pas à montrer le contrat de ma porteuse pour dire attendez, c'était pas l'esprit, et donc elle n'a pas de volonté réelle, elle n'avait pas de volonté maternelle sur cet enfant. Bon, après ça peut naître, donc le juge peut quand même Mhm. lui
dire bah, ok, vous gardez l'enfant avec un droit de visite pour le père, tout ça. Après, il y a un autre danger pour les deux, c'est le danger de chantage, et ça, j'ai eu des dossiers comme ça, où en cours de grossesse, Ah oui. la mère porteuse peut monter les enchères, hein, ça a beau être terrible, c'est une réalité, ou même après la naissance, continue à monnayer son absence de la vie des enfants, en disant que si on continue pas à payer, j'ai un dossier comme ça où 2 fois par an, la mère porteuse se manifeste. Finalement, elle ne met jamais à exécution. Ça fait 3 ou 4 ans donc les enfants ont 5 et 7 ans. Et depuis 3 ou 4 ans, mes clients vivent dans l'angoisse 2 fois par an de recevoir une lettre de la mère porteuse qui dit si vous ne me donnez pas plus d'argent, je réclame mes droits sur les enfants. Bon, ils tiennent, ils ne donnent pas d'argent, et finalement, elle ne fait rien pour l'instant, mais il y a cette petite pression. Et là, je suis sûr que si elle le faisait, bon, un juge constaterait que les enfants la connaissent pas, donc je suis pas sûr que ça irait très loin, et ça aurait plutôt des conséquences pénales qu'autre chose. Mais c'est cette pression. Oui, Et puis évidemment, ouais, tout à fait. dans le cadre de la GPA sauvage, il y a donc la question du deuxième père, puisque dans ces GPA, nécessairement l'enfant va naître avec un acte de naissance avec la mère inscrite dessus, donc c'est une mère légale, et le père biologique qui va reconnaître l'enfant. Alors j'ai dit nécessairement, non, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas la mère légale sur l'acte de naissance si elle accouche sous X. Néanmoins, outre le fait que c'est une infraction pénale supplémentaire de jouer, si je puis dire, avec l'état civil de l'enfant, c'est-à-dire de volontairement ne pas accoucher sous X pour en fait faire reconnaître l'enfant par le père. Tout ça est possible sur le papier, on a le droit d'accoucher sous X, on a quand même le droit de reconnaître son enfant même si la mère accouche sous X, mais si tout ça est une opération dans cet esprit-là, on est clairement sous le coup de la loi pénale. Outre le fait que pour y arriver, c'est-à-dire pour réussir à accoucher sous X, sans pour autant empêcher de facto le père d'avoir accès à l'enfant, parce qu'en général, l'accouchement sous X, c'est un accouchement clandestin pour tout le monde. C'est très rare qu'une femme accouche sous X, tout en prévenant le père qu'elle va accoucher sous X à tel endroit, à telle date, pour qu'il puisse reconnaître l'enfant. Pour qu'on réussisse une telle opération, il faut en gros que tout le monde à la maternité soit au courant. Parce que l'accouchement sous X enclenche un mécanisme de prise en charge de l'enfant par la société qui est immédiat. Et donc, en fait, le père n'a plus le temps d'intervenir. D'accord. Donc, il faudrait qu'il soit présent sur place au moment de l'accouchement. Il faudrait qu'il soit présent, il faudrait qu'il ait prévenu tout le monde et qu'il suive l'enfant à la trace, en réalité. Et tant physique que administrative. Et que surtout, personne ne vienne te dire qu'est-ce que c'est que cet accouchement sous X avec le père qui est présent, et donc ne vienne prévenir franchement, on a en pratique, on a un exemple d'un cas où tout s'est extrêmement bien goupillé, où tout le monde a joué le jeu d'être plus ou moins au courant, mais pas poser de questions, et hop, ça s'est fait, mais c'est très dangereux. Et outre le fait qu'on peut pas le conseiller ni l'accompagner en tant qu'avocat, puisque donc c'est des choses que les gens peuvent faire que tout seuls, on peut pas être en préparation d'une situation qui représente une infraction pénale. Bon, donc en dehors de ce cadre-là, dans la GPA sauvage, on a la mère génétique, du coup, qui en plus est la mère biologique, c'est elle qui a porté l'enfant et qui a donné ses ovocytes, évidemment, et qui est donc la mère légale. Le père biologique qui reconnaît l'enfant, ou d'ailleurs un autre père qui reconnaît l'enfant, puisqu'on va pas vérifier qui est père biologique. Mais enfin, c'est pas grave. Un des deux pères qui reconnaît l'enfant et l'autre qui ne peut pas le faire. Eh bien, l'autre, dans ces conditions, se retrouve dans la même situation juridique que tous les coparents, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien de filiation et qu'il lui reste la possibilité de demander une délégation d'autorité parentale ou de faire une adoption simple. Alors, pour la délégation d'autorité parentale, vous vous souvenez, on a vu qu'il faut que les deux parents soient d'accord. Bon, on peut imaginer que ce soit là, il n'y a pas de problème, que ce soit possible, les circonstances sont remplies, sauf que dans la délégation d'autorité parentale, il y a le procureur qui intervient, et autant un homme qui délègue son autorité parentale à un couple de femmes, on en a vu beaucoup, autant dans l'autre sens, c'est sûr que ça va faire penser à une GPA nécessairement. Donc, ça risque d'entraîner des poursuites. Mais c'est techniquement possible sur le papier. Ensuite, l'adoption simple, vous vous souvenez qu'on avait dit que c'était pas possible en coparentalité parce que ça revenait à faire perdre un parent, à faire perdre l'autorité parentale à un parent. Il se trouve que là, la mère biologique et porteuse pourrait être tout à fait d'accord pour perdre son autorité parentale. Donc, ça pourrait correspondre qu'elle consente à l'adoption simple de son enfant, forcément l'adoption simple puisqu'elle est mère légale, donc elle peut pas consentir à l'adoption plénière. Donc ce serait possible. Néanmoins, là aussi, dans les procédures d'adoption, il y a le procureur et il y a fort à parier que le procureur, nécessairement découvrant une situation de GPA sauvage, viennent faire des poursuites. Donc les gens en général se contentent
et moi les clients que j'ai eus c'est ça, ils se contentent de vivre avec leurs enfants, d'attendre quelques années, et quand un certain nombre d'années sont passées, donc déjà la prescription pénale qui est de 6 ans, quand déjà ça s'est passé et que le temps a vécu, c'est-à-dire que les enfants ont été éduqués par les deux pères sans aucun contact avec la mère, on peut plus facilement aller voir le JAF qui va constater que l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ceux qui l'ont éduqué depuis toujours. Bon, mais D'accord. la place du père social, même si il a les mêmes droits que n'importe quel autre parent social, c'est quand même plus compliqué parce qu'on va vraiment, beaucoup de gens n'osent pas en fait aller revendiquer, ils se disent tout va bien, on va pas aller frapper à la porte des tribunaux Oui, c'est sûr. Et puis tendre le bâton pour se faire battre, quoi. et tendre le bâton pour se faire battre. Donc c'est clair que la GPA sauvage, c'est une situation bancale, stressante et fragile, et qui en plus pour le père social l'est encore plus. Bon, néanmoins ça existe clairement et à force de situations difficiles, le Parlement finira par légiférer parce que le coût de la GPA légale à l'étranger est tellement prohibitif pour de Exorbitant. nombreux couples que Mm. la question ne se pose pas. Et Complètement. qu'il n'y a pas de plaisir particulier à être dans une situation bancale et stressante pendant de nombreuses années, hein, parce qu'une fois qu'il y a l'enfant, bah voilà, faut imaginer qu'on est à la merci d'une réclame, d'une demande, d'un procureur qui se demande ce qui se passe, on doit justifier son explication cette situation plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que cette mère sur l'acte de naissance qu'on voit jamais à l'école? Bon, c'est compliqué. Euh, Mhm. mais bon, quand le désir d'enfant est là et qu'on n'a pas 200 000 euros sur son compte, c'est compliqué de. Enfin, le choix était assez rapidement fait. Mais clairement, clairement. C'est vrai que pour les couples de pairs, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux de pouvoir réaliser, enfin, de devenir parent de façon légale, finalement. Ah bah, beaucoup plus coûteux, c'est sûr, et beaucoup plus compliqué aussi parce que, bon, tout parcours de, enfin, on peut pas vraiment comparer, mais tout parcours de parentalité peut être facile et peut être compliqué. Mais pour la GPA, même quand c'est facile, c'est-à-dire quand ça se passe bien dès les premières fois, bon bah ça reste déjà. En fait, c'est souvent un parcours compliqué avant, c'est-à-dire que ça paraît très difficile à monter. Mhm. D'autant plus que forcément, et nous, en tant qu'avocats, les premiers, on ne peut pas aider des clients à monter leur dossier et à arriver jusqu'à la fécondation et la naissance de l'enfant, puisqu'on ne peut pas les aider à commettre des infractions pénales. Nous, on peut intervenir ici que pour conseiller sur bah, l'enfant est là, vous avez décidé de faire ça, ok, comment on fait pour son retour, ça, il n'y a pas de problème. Mais Mhm. donc, c'est souvent compliqué avant, et après, mais même quand ça se passe bien, il faut quand même imaginer ce que c'est qu'une grossesse à distance avec euh, la communication avec une femme avec qui, bon, certes, une intimité naît, mais ça reste une inconnue qu'on a peut-être vue une fois avant la conception, Oui, oui. et encore pas toujours, pour ceux qui n'y vont pas. Euh, et donc, voilà, vivre une grossesse à distance, c'est quand même particulier. Donc c'est sûr que c'est un parcours du combattant. Mhm. Et puis après, la GPA, comme d'autres modes de PMA au sens large, bah, peut ne pas marcher du premier coup. Et dans ce cas-là, vous rajoutez à tout ça les surcoûts des nouvelles inséminations. Et à chaque fois, ce sont des surcoûts et des surstress et des voyages autres Mhm. que, même si c'est quand même fatigant et quand même stressant, que d'aller en Belgique. Oui, bah, complètement. Alors maintenant, du coup, enfin, parlons de la GPA à l'étranger. Est-ce que vous avez, ou vous savez, ou vous avez le droit d'ailleurs de citer les pays dans lesquels actuellement on peut pratiquer une GPA? Alors, oui, on a tout à fait le droit de le dire. Alors, tous les pays où ça se pratique c'est pas les mêmes conditions. Bon, les pays vraiment où ça se pratique librement et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas de conditions restrictives, euh, ce sont les États-Unis et le Canada, clairement. Mhm. Euh, En revanche, voilà, il y a 4 pays où ça se fait beaucoup. C'est États-Unis, Canada, pas de problème, et Russie, Ukraine. Ouais. Sachant qu'en Russie et en Ukraine, c'est alors plus ou moins officiellement, c'est-à-dire officiellement c'est réservé aux couples hétérosexuels. C'est-à-dire qu'il faut se faire passer pour un couple hétérosexuel ou en tout cas de pas montrer qu'on est avec un autre père. Bon, ça, c'est vraiment ce qui est écrit dans la loi et une de mes consoeurs est beaucoup plus spécialisée, notamment dans la filière ukrainienne et continue à me le confirmer.
Mhm. Néanmoins, j'ai déjà eu des dossiers, moi, alors des dossiers pas de GPA, mais de contentieux post-GPA en France, donc des dossiers de couple classiques, de divorce, séparation, dans lequel il y avait une GPA faite à l'Ukraine, et dans lequel on voyait Mhm. bien que les deux pères avaient signé les contrats. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est hyper strict cette condition. Oui. Ensuite, voilà, vous avez d'autres pays dans lesquels c'est possible. C'est tellement restrictif que franchement, on n'a pas de dossier. En Mhm. Grèce, c'est possible, mais il faut être hétéro uniquement. C'était possible pour les couples homo et ça ne l'est plus. Mhm. En Angleterre, c'est possible, mais il faut être résident avec un projet de vie qui est démontré, donc ça peut pas être juste je fais l'aller-retour. Oui. Il me semble que c'est en train de s'ouvrir en Israël. D'accord. Euh, et puis c'est possible au Mexique pour les Mexicains. Bon, voilà, il y a, je crois, un pays d'Afrique qui m'échappe là. C'est possible. En Inde, ça n'est plus possible pour les étrangers. Bon, mais il y a plusieurs configurations, mais bon, évidemment, le pays, les États-Unis et le Canada restent la destination numéro un. Oui, évidemment. Bah, c'est aussi celle qui est la plus connue finalement. C'est la plus connue, c'est la plus encadrée, c'est là où il y a quand même. Bon, en Ukraine, je crois que les choses se passent assez bien. C'est assez amusant parce que par avocat, on a comme, enfin, les clients viennent d'un endroit, le nom circule, mais j'ai plus de dossiers d'Ukraine depuis quelques temps. Mhm. Mais j'ai entendu dire quand même que enfin, ça se passait assez bien en fait. Hein. C'est pas du tout, c'est assez loin de l'image un peu glauque qu'on en avait à un moment. Mhm. En revanche, États-Unis, Canada, c'est sûr que c'est très encadré, c'est très libéré, donc il n'y a pas ce côté clandestin on peut avoir peur d'avoir. C'est clair, euh, c'est transparent. Voilà, bon, ça ne veut pas dire que c'est facile et que tout est rose, mais c'est effectivement les pays dans lesquels c'est le moins difficile de se diriger. Après, il y a une différence majeure entre les deux, États-Unis et Canada, euh, qui peut évoluer aussi à très court terme. C'est Mhm. qu'au Canada, les mères porteuses ne sont pas rémunérées. Alors en réalité, elles sont défrayées, mais il y a un plafond qui, je crois, est à 22 000 dollars canadiens, donc ça fait genre à peu près 18 000 euros sur Mhm. toute la Oui. grossesse. Alors aux États-Unis, eh bien, c'est un prix qui est défini de gré à gré, Mhm. qui peut y avoir, ça peut être beaucoup plus cher. Du coup, pour cette raison-là, et parce que les niveaux de vie sont pas les mêmes, c'est moins cher, relativement moins cher au Canada. En revanche, pour ces mêmes raisons-là, il y a beaucoup, beaucoup moins de candidates porteuses au Canada. Il y Oui, a évidemment. très peu d'agences. Il y a une agence plus ou moins monopolistique et des petites agences. Et il y a beaucoup de couples qui le demandent, puisque c'est moins cher, notamment. Enfin, Oui. c'est moins cher et c'est pour certains très important, un peu plus éthique, du fait qu'il n'y a pas de rémunération illimitée. Mhm. Et du coup, les attentes aux dernières nouvelles deviennent difficiles. Et voilà, il y a certaines frustrations sur le marché canadien, si je puis dire, qui n'a pas l'air d'exister en Amérique. Après, Mhm. le professionnalisme et le niveau, évidemment, sont les mêmes. Ce sont les mêmes, ouais. Et alors je pense qu'une des parties qui est la plus difficile, bon hormis, bon le fait, ben, je sais, pour avoir déjà enregistré un épisode, sur la GPA, aux États-Unis, que c'est quand même relativement bien encadré quand on Mm. passe, par des agences et que du coup, les couples sont quand même très bien accompagnés et Ouais, ouais, ouais. sécurisés. Par contre, la partie difficile, c'est le retour en France avec un bébé qui a un acte de naissance, étranger, enfin donc soit américain, soit canadien, soit ukrainien. Comment ça se passe? Quelles sont les Alors, démarches à les faire? choses ont beaucoup évolué et favorablement évolué en peu de temps. Mmh. Aujourd'hui, on peut raisonnablement, enfin, avec quelques pincettes, mais on peut raisonnablement dire qu'il n'y a plus vraiment de difficultés. Alors, pas de difficultés pour rentrer, ça c'est sûr. Mmh. Parce que vous pouvez voyager avec votre petit américain sous le bras qui a son passeport américain qui rentre en France sans difficulté. Mmh. Euh, donc pas de difficulté pour rentrer, plus de difficulté pour avoir les papiers. La nationalité française est reconnue automatiquement puisqu'on est enfant de français. Les papiers d'identité, inscription à l'école, sécu, tout ça, ça n'est pas une réalité, ça n'est pas une difficulté réelle en pratique. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Après, vous pouvez tomber sur tel guichet de la sécu de votre coin qui est un peu plus regardant que d'autres et qui va vous poser plus de questions. Il y en a plein qui tombent sur des gens qui leur posent des difficultés, mais le droit est tout à fait clair.
D'accord. sur les papiers, l'identité, la nationalité, pas de difficulté. La question qui se pose donc, c'est la reconnaissance de la filiation établie à l'étranger ou à établir en France si elle n'a pas été à l'étranger avec le parent Mhm. d'intention. Mhm. Là-dessus, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut aller précisément sur la jurisprudence, mais là-dessus, les choses ont évolué en plusieurs étapes, en commençant par les GPA hétéros ou entre guillemets hétéros, c'est-à-dire sur lesquels il y avait un père et une mère venant de Russie, disant on transcrit, puisque l'acte de naissance russe qui dit papa-maman, il n'y a pas de raison de penser qu'il est faux, donc on écrit, mais du coup on transcrivait avec la mère, ce qui n'est pas très intéressant, mais enfin, en tout cas, on a commencé par accepter de transcrire la filiation avec le père biologique, sans Mhm. transcrire la filiation avec le père euh, social. Et puis une première étape a consisté à dire, ok, je rejette la transcription totale, donc l'acte étranger dans lequel il y avait deux pères, si vous venez en France, il sera rejeté, mais je vous autorise à le transcrire à moitié seulement, avec le père biologique, et à rétablir la deuxième filiation par l'adoption. Ça, c'est une première démarche. C'est déjà une troisième ou quatrième étape dans la démarche générale de reconnaissance de la GPA. Mais en ce qui concerne la parentalité et l'attention, en 2017, on a dit ok, pas de problème, transcription du premier lien, du lien biologique, et reconstruction de la filiation par l'adoption. Bon, ça a un intérêt pratique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir la double filiation. C'est une hérésie juridique, puisque du coup, la transcription, ce n'est que le recopiage d'une filiation déjà établie à un endroit Oui, c'est dans ça. un autre pays, alors que Mm. l'adoption, c'est la création de la filiation. Donc c'est tout à fait incompatible les deux notions, mais enfin bon, par ce bricolage, on arrivait à avoir deux pères. Oui. Et puis, on a demandé un avis à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire est-ce que, d'après vous, ce mécanisme qu'on a accepté en France, ça respecte les droits de l'enfant quand même, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à la double transcription? Et la Cour de cassation a dit non, non, ça respecte. Donc D'accord. pas la Cour de cassation, pardon, la Cour européenne des droits de l'homme a dit Européenne. non, non, ça suffit, ça respecte les droits de l'enfant du moment qu'il y a une façon ou une autre d'établir la double filiation, mais quand même avec une certaine rapidité et effectivité. D'accord. Et à la suite de ça, on s'est dit, bon, bah ça y est, l'évolution, elle est finie. Si même la Cour européenne des droits de l'homme nous dit une filiation transcrite plus une filiation reconnue autrement, ça suffit, on n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, les premiers arrêts, la Cour de cassation a dit, c'était dans les affaires Menson, je prends acte de ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, mais dans l'affaire Menson, c'est tellement... L'affaire Menson, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affaire qui a donné lieu... c'est une GPA d'il y a maintenant une vingtaine d'années, en Californie, pour un couple hétéro, mais c'est toute la jurisprudence de la GPA vient de cette affaire, de ce couple, de cette famille qui s'est battue depuis 20 ans pour Faire faire avancer les reconnaître. choses. Et Mhm. donc, dans ce dossier-là, la Cour de cassation a dit, bon, ok, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'on a transcrit le lien avec le père, pas de problème, qu'on peut établir le lien avec la mère par l'adoption, on n'est pas obligé de faire la transcription, mais comme la Cour européenne des droits de l'homme dit, l'important c'est que ce soit effectif et rapide, et que ça fait déjà 20 ans qu'ils se battent, on ne va pas les obliger à passer par l'adoption. Donc là, la Cour de cassation a dit transcription totale, mais en le limitant à cette circonstance. Donc on s'est dit quand même, ça D'accord. évolue, mais en tout état de cause, ça évolue parce qu'on rentre dans l'exception de la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça n'ira pas plus loin. Et Mhm. finalement, en décembre l'année dernière, Oui, donc récemment. vraiment récemment, la Cour de cassation est allée... Enfin, il y a eu plusieurs affaires qui sont passées devant la Cour de cassation et d'autres simultanément devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme se sont à nouveau prononcées sur cette même question de la double transcription. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a maintenu sa position disant une filiation transcrite, c'est déjà bien du moment qu'on peut reconnaître l'autre. Il n'y a pas un droit forcément à transcrire les deux. Eh bien, la Cour de cassation, elle, a décidé d'aller plus loin. Et donc, depuis la fin de l'année dernière, la Cour de cassation dit que la transcription intégrale de l'acte de naissance de l'enfant avec les deux pères doit être autorisée et être la norme sans qu'on les oblige à passer par l'adoption. D'accord. Alors, Oui, donc ça, maintenant. c'est une bonne nouvelle sur le plan des principes et de la reconnaissance de la double filiation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire à nos clients, si vous êtes deux pères sur l'acte de naissance étranger, il n'y a pas de difficulté, vous ferez transcrire en France votre acte de naissance. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Pour l'instant, le parquet, qui est le parquet de Nantes, puisque c'est toujours le parquet de Nantes qui est compétent, puisque c'est l'état civil de l'étranger, eh bien le parquet de Nantes dit non, moi je m'en fous, j'ai pas envie. Donc je vous Oui. propose de quand même passer par la transcription partielle, puis l'adoption,
ou vous n'avez qu'à m'assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes pour voir ce qu'il va dire. Alors, très certainement, le tribunal de grande instance de Nantes va dire au parquet de se coucher devant ce qu'a dit la Cour de cassation, parce que le tribunal de grande instance de Nantes, depuis des années, milite pour la double transcription. Sauf que le D'accord. parquet faisait toujours appel, et la cour d'appel de Rennes, elle, appliquait la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdisait la double transcription. Néanmoins, la Cour d'appel de Rennes a évolué en même temps que la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance de Nantes, lui, était déjà favorable. Il n'y a donc que ce parquet qui bloque. Donc, soit aujourd'hui, on continue à faire la transcription unilatérale plus une adoption, soit on force la porte du parquet en assignant le parquet devant le tribunal de grande instance et on devrait obtenir la transcription. Donc, le droit évolue, a évolué vraiment vite et bien, le droit jurisprudentiel, mais on est encore bloqué face à ce parquet. On est bloqué parfois face à certains juges qui, pour prononcer l'adoption, vont dire « Ok, je constate que les conditions légales sont remplies, mais moi j'ai besoin de savoir de quelle manière la mère porteuse a bien renoncé dans son contrat, est-ce qu'elle avait bien compris ?» Bon, ils vont aller farfouiller pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas sûrs que c'est possible, donc ça reste quand même soumis à l'aléa, l'adoption de l'appréciation par chaque juge. Oui. C'est ce qui nous avait fait du coup passer sur une autre voie plus technique, qui était de dire à nos clients, bon, votre acte de naissance étranger, avec les deux pères, débrouillez-vous pour qu'il soit issu d'une cour de justice. Parce selon certains États en Amérique ou selon certaines provinces au Canada, on a un acte de naissance à l'issue d'un process administratif ou d'un process judiciaire. D'accord. Administratif, c'est vraiment des dossiers, clac, une déclaration. Judiciaire, c'est une décision de justice. Et on disait, si on arrive à avoir un acte de naissance avec les deux pères issu d'une décision de justice, quelle que soit la façon dont vous l'avez, une adoption sur place ou une déclaration d'un juge disant que vous êtes bien les deux pères sans passer par l'adoption, alors on peut faire reconnaître ce jugement. Il y avait une distinction finalement entre faire reconnaître directement un acte de naissance, ce qui était compliqué impossible jusqu'à l'année dernière, possible désormais mais compliqué en pratique. Donc ça c'était une voie, et l'autre voie c'était de faire reconnaître directement une décision de justice étrangère. Et ça ne pose pas de difficulté. Donc oui, parce que ça doit s'appliquer. Voilà, c'est de l'exéquatur, comme dans n'importe quelle matière. Un juge a dit quelque chose dans un pays, nous on va juste vérifier si la procédure de ce pays-là est respectueuse de nos principes à nous, et si c'est respectueux et que tout le monde a bien suivi la procédure là-bas, il n'y a pas de raison de ne pas reconnaître. Donc autant vous dire que la procédure américaine elle est respectueuse. Et donc, si le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies, on reconnaît le jugement. Et donc dans ces cas-là, on a bien notre acte de naissance avec les deux pères, transcrit directement en France. Et ça marche depuis quelques années, donc ça reste la voie la plus sûre aujourd'hui pour éviter de prendre le risque de tomber sur un juge récalcitrant si on fait l'adoption, ou sur le parquet de Nantes qui manifestement continue à mettre des bâtons dans les roues. Et donc du coup, ça impose aux couples de parents de rester un peu plus longtemps sur place, parce que les décisions judiciaires, elles prennent un peu plus de temps à être prononcées que des décisions administratives. Alors non, parce que ce sont des systèmes un tout petit peu plus performants que les nôtres, et ça va quand même assez vite. Ça reste dans le délai des 2 à 4 semaines suivant la naissance. Et il est même possible, alors tout ça à chaque fois c'est sous réserve de vérifier avec son avocat local, puisque tout dépend des lois de chaque État, mais il est même possible dans certains États que ça prenne plus de temps, mais qu'on peut le faire depuis la France. On n'a plus besoin d'être sur place. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, il y a des États par contre dans lesquels, si on n'a pas tel document tant de temps après la naissance, donc il faut l'avoir fait avant, on ne peut pas repartir avec l'enfant, l'enfant reste sous la garde de la mère porteuse, donc ça c'est compliqué. Donc non, c'est pas forcément plus difficile de faire les démarches là-bas. D'accord. J'ai une dernière question concernant la GPA. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de la part de la France, si ce n'est que la Cour de cassation fasse se coucher le parquet de Nantes? Que la loi bouge, parce que c'est bien gentil, mais là alors qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour la GPA à l'étranger? Effectivement, normalement, jurisprudence c'est bon, mais il suffirait que la loi le dise, parce qu'on a un texte qui permet, l'article 47 du Code civil dit déjà que les actes de naissance, les actes d'état civil régulièrement réalisés à l'étranger font foi dès lors que ce qui est marqué dedans, c'est la réalité. Et en fait, on a glosé sur le terme réalité. La Cour de cassation a d'abord dit réalité biologique, maintenant elle dit non, ça peut être réalité juridique. Il suffit que le texte soit modifié pour dire que peu importe le mode de conception, ou peu importe
la filiation monoparentale, homo-hétéroparentale, que les actes sont transcrits automatiquement. Donc déjà, la loi pourrait le dire, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait dit, alors avec une certaine ambiguïté, puisqu'il avait dit qu'on ferait reconnaître la double filiation, et j'ai lu que il considère que désormais que, puisque c'est possible, la promesse elle est tenue et qu'il n'avait pas forcément dit qu'il le ferait dans la loi. Bon, D'accord. toujours est-il que la loi pourrait trancher sur cette question et décider que les actes sont transcrits, ce qui éviterait tout aléa. Et puis après, il y a un Oui. deuxième point qui sera l'ouverture de la GPA en France. Bon, ça ne donnera pas de. Enfin, c'est comme pour la PMA à l'étranger. C'est ce que vous dira Émilie. L'ouverture de la PMA pour des femmes en France ne va pas soudainement mettre fin à la PMA à l'étranger et faire exploser les demandes en France, parce qu'une fois que c'est autorisé, c'est bien gentil, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait du matériau, que dans la culture des gens en France, le don de sperme, le don d'ovocytes soit quelque chose qui soit dans la culture. Il est clair que la GPA en France, même si les gens ne sont pas forcément contre la GPA à l'étranger et contre le fait que les couples, les enfants et tout ça, quand vous interrogez les femmes autour de vous, vos amis de différents âges, rares sont celles qui disent spontanément bah ouais, c'est super, c'est un don de soi, comme elles le font en Amérique. Enfin, pas toutes, hein, mais Oui. comme c'est quand même beaucoup plus répandu. Donc il faudra que la loi, peut-être une prochaine loi bioéthique, mette ce débat sur la table pour que ce soit autorisé. Et en fait, ce sera autorisé, mais ce sera pas effectif tout de suite, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'agences, il n'y aura pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes qui seront partantes. Mais ce sera ça la prochaine évolution. Mais là, pour l'instant, la première mesure urgente, c'est de trouver une façon de rédiger la loi, de préciser dans la loi qu'il n'y a plus d'aléas sur la transcription, ni sur le séjour, bien sûr, des enfants étrangers nés en France. Que ça pose pas de problème. Ça Oui. évitera toute inquiétude là-dessus. Exactement. C'est vrai que la GPA, pour le coup, de ce que j'avais pu en comprendre, hein, c'est vraiment aussi lié, enfin, c'est culturel. C'est notre pays, il n'est pas du tout adapté actuellement à à ce projet-là. Et en plus de ça, on n'a pas la même culture du corps que nos voisins américains, enfin, qui sont pas vraiment des voisins, mais bon, bref, Ouais. qui eux ont une culture qui leur fait dire qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, dès lors que Exactement. ça ne les regarde qu'eux. Alors qu'en France, tout le monde se permet de juger le corps des autres, en Ah, fait. mais Donc, souvent, les mères porteuses américaines ou canadiennes sont effarées quand on leur explique que c'est interdit et quand on leur explique les oppositions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. ouais. Au même titre que la PMA Ouais. pour tous à l'étranger, où les gens ne comprennent même pas les débats qu'il peut y avoir en France. Ouais, tout à fait. Donc Est-ce que vous pensez ça qu'on... mettra plus de temps à venir, mais bon, ça viendra. Oui, je pense aussi. Bah, de toute manière, c'est le sens de l'histoire, hein. Il y a un Mm. moment où il va falloir qu'on légifère, et puis ça avance, mine de rien, même si c'est long, Bon, même ceci si étant c'est dit, tordu, ça avance. des pays qui sont venus, qui ont reculé sur la GPA, il y en a. Hein. Donc, Ah oui, ouais, qui ont d'accord. refermé. Ouais, il y en a en Asie. L'Inde a refermé aux étrangers. Le Cambodge le faisait et le fait plus. Donc bon, Après, c'était peut-être pas encadré de la même façon non non, plus. voilà. Le problème, il est là. Je pense que et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait peur aussi, c'est qu'on monnaie le corps. Oui, exactement, ouais. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a abordé toutes les questions autour de la GPA? Alors, on a abordé toutes les questions qui relèvent oui, de ce qu'on peut dire d'un avocat français. Après, c'est vrai que la GPA, c'est un truc fou, mais du point de vue juridique, bon, oui, c'est intéressant, mais il y a, il y a- il y a- je trouve que quand on lit des témoignages, enfin, qu'on lit assez peu de témoignages sur, ça reste assez inconnu la pratique du parcours de GPA. Mais ça, Oui, pour ça, il faudrait que vous ayez des témoignages des gens, mais ça, n'hésitez pas, parce que je trouve qu'il y a des gens qui racontent le parcours, qui racontent comment ça se passe, les Skype avec l'agence, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, la peur de déplaire à l'agence et de passer après d'autres candidats, enfin des choses comme ça. Et oui, c'est difficile. complètement. C'est vraiment un Mm. parcours difficile. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que malgré le fait que je demande des témoignages de papa, je n'en ai pas, ou très peu. Je pense Ouais, que c'est ouais. se protège encore, quoi. Bah, il se protège encore, et puis peut-être un côté, on en a bavé pendant 3 ans, c'est fini, au revoir, merci, je veux vivre. C'est ça, Mais ouais, c'est difficile, ouais. c'est ça, c'est vraiment difficile. Et je pense que, par contre, effectivement, en libérant un peu la parole autour de ça, ça peut aussi tellement enfin, inciter des couples à se lancer.
Parce que, alors, c'est sûr qu'il y a une question de budget, hein, Ouais, soyons c'est clairs. une question de C'est budget. pas le même budget, hein. Mais je pense que c'est aussi faisable finalement. C'est pas tant l'aventure que ça. Alors oui, c'est possible faisable. En fait, c'est pas tant l'aventure que ça, dans le sens c'est encadré, donc c'est pas si difficile. Mais Mhm. moi, je trouve qu'il faudra un jour qu'on ose parler, parce qu'on parle de la GPA et de la PMA que comme étant, enfin, on en parle que sur le côté, la possibilité que ça offre. Et bien sûr, Mhm. c'est une possibilité, mais il faut aussi montrer que enfin, il y a des parcours douloureux de PMA et de GPA, comme dans n'importe quelle parentalité, et c'est aussi une façon, enfin voilà, c'est aussi une façon de vivre sa parentalité, sa vie et parfois son deuil d'enfant, exactement de la même façon. Et je trouve que, c'est sur deux sujets différents, mais la difficulté du parcours, on ne voit la PMA et la GPA qu'à travers le prisme du miracle que ça offre pour des couples qui n'en avaient pas. Or, c'est aussi une épreuve et un parcours du combattant pour plein de gens, et je trouve que on devrait en parler aussi comme ça pour montrer la normalité de la chose. Oui, complètement, complètement. Et puis finalement, il y en a pas que 2, 3, 4 des enfants qui sont issus de la GPA en France. Il y Ah en a non, non, beaucoup plus maintenant que ça ça. va. Non, non, Ah, c'est clair. non, il y Et en a. c'est vrai je pense qu'on ne mesure pas le nombre d'enfants issus de Non, la non, GPA à l'étranger, mais c'est énorme. c'est ouais, non, maintenant enfin, ça se démocratise entre guillemets, parce qu'encore une fois, à cause du coût, ça reste hyper limité, mais oui, oui, ce qui est marrant, c'est que des réunions, je me souviens très bien l'année dernière, j'avais une réunion pro dans un réseau professionnel, mais en même temps LGBT, donc beaucoup de gens LGBT. Et en fait, la Mhm. discussion n'est plus, enfin, plus de savoir si, enfin, il y a quelques années, je sais pas, on se demandait si on était out ou pas dans son boulot, ou si on avait, enfin, je sais pas, on parlait de différentes choses. Et maintenant, Mhm. mais est-ce qu'on a des enfants, ou comment on a fait les enfants, c'est hyper fréquent, Oui, c'est de la hyper discussion fréquent. standard. Ah Mhm. ouais, ouais, c'est vraiment marrant, même chez les Oui. couples d'hommes. Oui, mais complètement. Je trouve que l'accès à la parentalité, depuis une dizaine d'années, Ah pour bah nous, ouais, ouais. ça s'est simplifié et on Simplifié, n'hésite ça plus s'est trop, en fait. démocratisé, on a osé. Et, Mhm. je pense que les générations qui ont, moi j'ai 42 ans, les gens, les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, je me demande s'ils ont même ne serait-ce qu'eu dans leur vie un moment où ils ont renoncé à la parentalité ou pas du tout. Il est possible Oui, que c'est jamais, vrai, quoi, ils n'ont jamais renoncé, ça viendra selon une c'est méthode, ça. enfin voilà, ils se construisent avec, on devra faire tel ou tel choix. Mais s'ils ont envie des enfants, alors ils peuvent ne pas en avoir envie, mais s'ils ont envie d'avoir des enfants, ils n'ont jamais imaginé qu'il faudrait y renoncer. Et je pense qu'il y a eu Mhm. une sorte de boom de prise de conscience que c'était possible. Et bon, les gens plus âgés sont plus âgés et n'ont pas pu le faire. Et les gens entre les deux le font. Et puis les plus jeunes le feront plus, plus, plus normalement, quoi. Tant que ce soit à Mhm. ce moment-là le défi. Bon, tant que ça restera compliqué, ça reste une aventure, mais. Oui, complètement. Mais bon, c'est vrai que Ça maintenant, fera on se beaucoup pose plus partie plus vraiment la. du parcours de la vie, quoi. Oui, c'est ça. On se pose plus la question de Non, savoir si, enfin, si on c'est ne jouable ou renonce pas. plus, on ne fait plus le deuil d'enfant, en Exactement, fait. ouais. Ouais. Exactement. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, dont qu'on n'avait pas évoqué, c'est la possibilité d'accéder à la parentalité par le biais de l'adoption d'un enfant qui est à l'adoption. Tout à fait. Pour- Est-ce qu'on peut aborder ce point-là? Oui. Alors là, l'adoption d'un enfant, adoptable, donc un enfant étranger au couple, pas forcément étranger tout Mhm. court, mais étranger au couple, ça, c'est possible. Alors, c'était déjà possible avant la loi par une personne célibataire, puisque Mhm. dans la loi, en tout cas, c'était possible, et puis dans les faits, c'est arrivé. Et depuis l'ouverture de la loi sur le mariage pour tous, donc la loi n'a rien changé au droit de l'adoption, mais en ouvrant le mariage, puisque un couple marié pouvait adopter, un couple hétéro marié Mhm. pouvait adopter, eh bien un couple marié, un couple gay ou lesbien marié pouvait donc adopter depuis la loi du 17 mars, du 17 mai 2013, euh, peut désormais adopter un enfant à l'étranger, donc enfin à l'étranger, en dehors de son En couple. France comme à l'étranger, Donc oui. en France comme à l'étranger. Heu, Après la question qui se pose, comme pour tous les couples, c'est, eh bien la longueur du parcours, la difficulté du Ouais, parcours c'est ça. et la possibilité d'adopter. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enfants adoptables? Alors les enfants Mhm. adoptables, il y en a plein, mais pas forcément les enfants qui sont recherchés. Alors là, c'est bon, Oui, c'est une question c'est d'âge une question aussi. de voilà, de Voilà. projet. Si, les couples veulent absolument un nourrisson,
européen qui est né en Île-de-France, c'est compliqué, il y en a C'est très bien peu. compliqué, clairement. Donc, si on se dirige vers l'adoption à l'étranger, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des pays qui ont fermé l'adoption en France depuis cette loi parce qu'ils ne veulent pas que ce soit des enfants adoptés par les couples gays. Ça, c'est une chose. Mais, Mhm. mais si on le fait, ça reste de toute façon aussi un parcours du combattant pour une raison assez tout à fait exogène à, enfin, pour une raison qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est qu'il y a de moins Mhm. en moins d'enfants adoptables. Heu, Oui, en règle les pays générale. se développent, donc Mhm. bah, déjà les enfants sont moins abandonnés et lorsque les enfants sont abandonnés, ils sont de plus en plus adoptés en interne. Donc il y a quand Oui, même c'est pas, il y en a des enfants, mais c'est pas, une explosion, d'enfants adoptables, le fait que le monde se développe et que le monde progresse fait qu'il y a moins d'enfants, adoptables. d'accord. Voilà, mais sinon, oui, c'est possible Et et ça arrive. dans les faits, voilà, vous le constatez. Oui, alors c'est clairement franchement, je pense que c'est moins fréquent que la GPA. D'accord, Mais ah oui, je pense que beaucoup moins. Mais oui, oui, ça arrive, d'accord. ça arrive. Oui, c'est vrai. On a beaucoup entendu parler des départements dans lesquels on mettait, les couples gays, dans la catégorie, couple, atypique, donc enfant atypique. Malheureusement, ça arrive aussi et parce que malheureusement, bah, bien sûr, si plus de gens veulent un petit nourrisson, et qu'il y a moins de gens qui veulent un enfant de 3 ans ou un enfant qui ou une fratrie ou un enfant qui a une difficulté de santé, et bien du coup, il y aura moins de concurrence entre les dossiers. Mmh. Mais néanmoins, même un parcours classique d'adoption, c'est-à-dire long et difficile pour tout le monde, il y en a qui y arrivent jusqu'au bout, oui. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça va enfin, on le sait, hein, que c'est des parcours qui sont très difficiles, que malgré le fait d'obtenir un agrément, on n'obtient pas forcément un Ah bah oui, enfant, parce que avec l'agrément, c'est l'agrément. vraiment en fait, c'est bien sûr que c'est une pièce importante et que les gens sont contents de l'avoir, mais l'agrément, c'est une démarche administrative, tout à fait décorrélée d'un projet, du projet, lié à tel enfant, tel, bon, c'est vraiment le projet du couple ou de la personne, donc bon, il y a pas vraiment de raison de pas l'avoir. Mmh. Mais Ouais. après, une fois qu'on a l'agrément, s'ouvre la vraie aventure de OK, rentrer en contact avec des pays, des organisations, des familles. Ouais. Et dans ce cas-là, au niveau de l'adoption est prononcée, en plénière en général, pour, le couple, au global, en fait. Il y a pas Alors oui, de sachant qu'il y a procédure? vraiment plusieurs façons de faire, hein. Il y a soit l'adoption prononcée en local et en exequatur en France, soit, elle est prononcée ici. Mais oui, c'est une adoption en couple. C'est D'accord. vraiment et d'ailleurs, ça n'est possible que pour le couple marié. De toute façon, l'adoption en France, ça n'est possible que par un célibataire, Mmh. enfin non, que par une personne seule, qui peut Mmh. être une personne mariée qui choisit adopter l'enfant de son conjoint, mais c'est une adoption par une personne seule, ou Mmh. par un couple marié. Mais par un couple non marié, c'est pas possible, et donc par 2 personnes non mariées, c'est pas possible. D'accord. OK. OK, bah, c'est très clair, je pense. Voilà, Je pense qu'on a abordé à peu près tous on a fait les pas mal de types choses. ouais, tous les types d'accès à la parentalité. Moi, je vous remercie beaucoup, maître Berdo. Je vais remettre en lien, de cet épisode, votre site internet et votre nom, parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on galère, hein, soyons clairs, à avoir des renseignements qui soient valables et des spécialistes de l'homoparentalité, il y en a pas beaucoup. Donc je pense que ça pourra intéresser beaucoup de nos auditeurs. Eh bien, écoutez, avec plaisir, et merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le lien vers le site du cabinet de Maître Berdo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le dernier épisode de la saison numéro 1 du podcast Les enfants vont bien. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream.
asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.